quand on regarde les attributions de l'ECOMOG, justement, on ne voit nulle part la possibilité pour l'ECOMOG d'intervenir en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. La CEDEAO, comme son nom l'indique, le SIC, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que l'on appelle dans le jargon des organisations internationales une communauté économique régionale. Et donc, il doit créer une communauté d'intégration économique au départ. Mais très rapidement, la CEDEAO a évolué vers une communauté politique et aussi elle s'est intéressée aux questions de droits humains. Et donc actuellement, pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version politique donc, de la CEDEAO pour laquelle on peut dire qu'elle est en train de tâtonner puisque ce n'est pas encore complètement ancré à l'image de l'Union européenne, justement, qui au départ était une union économique avant d'évoluer vers une union politique. L'intervention donc par une force armée dans un État membre de la CEDEAO, il y a plusieurs textes que l'on appelle d'ailleurs des textes pour les mécanismes donc, de gestion des conflits. Ça commence d'abord par la déclaration ADCL 1791 des principes politiques de la CEDEAO qui a été adopté à Abuja le 6 juillet 1991. Ensuite, vous avez le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité qui a été signé à Lomé en 1999. Vous avez le protocole A/SP1-1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance qui est additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention dont je viens de citer tout à l'heure. Celui-ci il a été adopté à Dakar le 21 décembre 2001. Vous avez également, enfin, l'acte additionnel A/SA 130212 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces textes, si vous voulez, qui peuvent fonder les différentes interventions de la CEDEAO en matière politique lorsqu'il y a notamment un changement anticonstitutionnel ou ce qu'ils appellent un changement non démocratique de gouvernement dans un État membre de la CEDEAO. À tous ces différents textes de la CEDEAO, il faut rajouter, bien entendu, les différents textes de l'Union africaine, puisque la CEDEAO est un ensemble sous-régional de l'Union africaine, et la Charte des Nations Unies, puisque la CEDEAO fait partie également des Nations Unies. Les États membres de la CEDEAO font partie des Nations Unies. Donc, c'est l'ensemble de ces textes qu'il faut comprendre, qu'ils doivent agir dans ce type de circonstances. Oui et non. Sur les textes même de la CEDEAO, le fondement juridique, quand je vais dire oui, le fondement juridique se trouve dans le protocole additionnel de 1999. Alors, dans ce protocole additionnel de 1999, qui est celui relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, ils ont des textes, des intitulés longs à la CEDEAO. Donc, de 1999, c'est là que l'on pourrait trouver, je ne dirais pas le fondement juridique, mais un prémisse peut-être à une intervention militaire de la CEDEAO. Pourquoi ? Dans ce protocole sur le mécanisme de gestion, de prévention, de gestion et de règlement des conflits et du maintien de la paix et de la sécurité, il est prévu des institutions pour le mécanisme, donc soit pour la prévention, soit pour la gestion, soit pour le maintien de la paix et la sécurité. Il faut bien retenir ces intitulés-là. C'est la gestion, le règlement de conflits, le maintien de la paix et la sécurité. Alors, on a prévu des institutions pour un mécanisme, donc que l'on appelle mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement donc, des conflits. Il y a des institutions et il y a également des organes. Les institutions du mécanisme, il y a notamment le Conseil
de médiation et de sécurité qui a été prévu dans le protocole. Et ce Conseil de médiation et de sécurité a une composition propre. Ce n'est pas tous les pays de la CEDEAO qui sont membres de ce Conseil. C'est des États membres qui sont désignés, y compris certains organes qui doivent être à l'intérieur de ce Conseil de médiation et de sécurité et qui doivent actionner maintenant ce que l'on appelle le groupe de contrôle du cessez-le-feu de la CEDEAO, qui est l'ECOMOG, donc qui est le bras armé de la CEDEAO. Alors, à quel moment est-ce que l'on met en œuvre ce mécanisme? C'est lorsqu'il y a notamment, c'est prévu à l'article 25 donc, de ce protocole, c'est lorsqu'il y a notamment au petit e de l'article 25, renversement ou tentative de renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. En ce moment-là, on met en œuvre le mécanisme. Maintenant, l'article 27 prévoit les procédures de mise en œuvre du mécanisme, mais ce mécanisme dont le bras armé dont j'ai parlé tout à l'heure, l'ECOMOG, comment est-ce qu'il est, quelles sont ses attributions? Parce que l'ECOMOG également a des attributions. Or, quand on regarde les attributions de l'ECOMOG, justement, on ne voit nulle part la possibilité pour l'ECOMOG d'intervenir en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Et donc, en ce moment-là, on peut dire qu'il n'y a pas la possibilité pour la CEDEAO d'intervenir militairement. Donc ça, c'est le non. Maintenant, le oui. Le oui, c'est lorsque l'on regarde les attributions donc, de ce bras armé, donc de l'ECOMOG, il y a le dernier paragraphe de l'article sur les attributions de l'ECOMOG qui dit que l'ECOMOG peut agir pour toute autre mission qui va lui être confiée par le Conseil de médiation et de sécurité. Maintenant, peut-être que cette intervention armée pourra être mise dans le vocable toute autre mission qui va lui être confiée par le Conseil de médiation et de sécurité. Et bien entendu, puisque ce n'est pas la vocation de l'ECOMOG au moment où ce protocole avait été pris, ce n'était pas pour ça que ça a été fait pour le maintien de la paix plutôt. Et c'était pour ces types de missions que l'ECOMOG avait été déjà déployé dans 2 États membres de la CEDEAO les années précédentes. Et on a vu toutes les dérives que cela a amené. L'ECOMOG a pratiquement été dissoute. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord les textes de la CEDEAO. C'est tous les textes que je vous avais cités au début de mon intervention. C'est ça les textes qui fondent la gestion ou la prévention et ensuite la gestion des conflits internes dans les États membres de la CEDEAO pour le maintien de la paix et la stabilité et la sécurité des États. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous lisez ces différents textes de la CEDEAO, en réalité, le maître mot, ce n'est pas l'intervention armée, c'est plutôt la voie diplomatique. Et c'est même prévu par les textes, notamment le protocole de 1900, enfin l'acte additionnel sur la bonne gouvernance de 2001. Dans l'article 45 de cet acte additionnel, il y a les différentes sanctions que la CEDEAO peut prendre en cas de changement anticonstitutionnel, de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. Donc ces sanctions qui ont été énoncées à l'article 45 sont des sanctions par gradation. Or, lorsque l'on regarde les sanctions qui ont été imposées au pays, au Niger, ils sont allés au-delà de ce qui a été prévu par les textes de la CEDEAO. Donc, ce qui amène à dire par tous les acteurs que ces sanctions sont non seulement illégales, mais totalement illégitimes. Par exemple, d'abord, je cite les 3 sanctions, c'est le refus de soutenir les candidatures présentées par l'État membre à des postes électifs dans les organisations internationales. C'est le refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'État membre concerné. Et enfin, c'est la suspension de l'État membre concerné dans toutes les instances de la CEDEAO. Mais le texte poursuit, pendant la suspension de l'État sanctionné, eh bien, celui-ci continue d'être tenu au paiement des cotisations pendant cette période de suspension. Donc voilà un peu les sanctions prévues par ce protocole-là.
Il y a d'autres sanctions qui sont prévues dans le protocole additionnel, acte additionnel du 17 février 2012 qui porte régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Alors, dans cet acte additionnel, les sanctions concernent plutôt les individus qui sont acteurs de changements anticonstitutionnels ou d'accession non démocratique au pouvoir. Et ces sanctions sont des sanctions juridictionnelles ou des sanctions politiques, mais il n'y a pas l'intervention militaire dans un État armé. Alors, ça, c'est ce que prévoit la CEDEAO. Mais je disais tout à l'heure que la CEDEAO est dans l'Union africaine. Et l'Union africaine est également dans ce grand ensemble qu'est les Nations unies. Alors, donc, toute décision, notamment une intervention militaire dans un État membre, eh bien, doit être portée sur la table de l'Union africaine, qui également a des principes qui ont été énoncés par la charte de l'Union africaine, notamment à l'article 4J de cette Union africaine. Mais l'Union africaine a également un protocole qui est relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité. C'est ce Conseil de paix et de sécurité qui doit valider maintenant l'intervention armée dans un État membre de l'Union africaine. Une fois que ce Conseil de paix et de sécurité est valide, là également, ça doit être porté maintenant devant la table des Nations unies. Et aux Nations unies, c'est le Conseil de sécurité qui, par une résolution maintenant, autorise en dernier ressort l'intervention armée dans un État membre des Nations unies. Ils ont véritablement besoin. S'ils ne le font pas, ça veut dire que cette décision, elle est totalement illégale. Puisque les textes sont clairs, ce n'est pas parce que c'est les chefs d'État qui se réunissent. Et je ne sais pas si vous avez bien suivi mon intervention, j'ai dit, c'est le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO qui met en œuvre le mécanisme. Ce n'est pas la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc ce n'est pas la réunion des chefs d'État et de gouvernement, c'est la réunion du Conseil de médiation et de sécurité. Or, je n'ai pas entendu dans toute cette affaire, depuis qu'elle a démarré, que l'on ait mis en place le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. Donc ça veut dire que déjà là, en restant même dans le cadre des textes de la CEDEAO, il y a la voie qui a été totalement ratée. Puisque c'est uniquement le Conseil de médiation et de sécurité qui peut mettre en œuvre le bras armé. Ça n'a pas été fait, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui n'a pas l'attitude de le faire. J'ai entendu des voix justement dire que, bon, comme ce sont les chefs d'État, ils peuvent le faire. Mais si c'était le cas, c'est comme si à l'Assemblée générale des Nations unies, les chefs d'État également peuvent autoriser une intervention armée. Or, ce n'est pas le cas. Il faut que ça parte d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, si on veut faire l'analogie. Je vais rester dans le cadre juridique parce qu'on peut faire plusieurs analyses de tout ce qui se passe aujourd'hui. Une analyse politique, une analyse géopolitique, etc. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu, au-delà même de ce que les textes prévoient. Il est clair que, actuellement, je vous ai dit les textes qui sont applicables, il est clair que la procédure d'une intervention armée n'a pas été suivie. Et la décision finale, pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la décision finale. Est-ce qu'ils vont toujours demander l'aval du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine? On n'a pas encore eu le comité officiel de cet organe. Et est-ce que ça va aller au Conseil de sécurité des Nations unies? Et là également, on peut déjà imaginer quelles pourraient être les réponses qui vont être amenées au niveau de ce Conseil de sécurité, vu la configuration géopolitique de ce Conseil de sécurité. On peut déjà présager qu'il n'y aura pas l'aval du Conseil de sécurité pour une intervention armée. Et les États peuvent aller outre tous ces mécanismes et peut-être faire une intervention armée, peut-être. À ce moment-là, ce sera illégal et c'est une déclaration de guerre contre le pays. À ce moment-là, le Niger est tout à fait légitime à répliquer et à entrer en guerre contre ces pays. Or, vous savez la situation sécuritaire dans laquelle se trouve le pays, dans laquelle se trouvent l'ensemble des États qui sont frontaliers avec le Niger, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, et les États du Golfe de Guinée.
Il est clair qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle poudrière dans le Sahel et dans ses États membres. Et ce serait une très, très, très grave erreur. Et ce serait aller même à l'encontre de l'ensemble des textes que je viens de vous citer, y compris les textes de l'Union africaine et y compris les textes des Nations Unies, qui sont toujours pour le maintien de la paix, pour la stabilité, pour la sécurité. Et donc, cette intervention armée va à l'encontre de tous ces principes de non-agression d'abord, puisqu'il y avait un accord, l'accord de non-agression et de défense, qui était appelé ANAD, avant l'intervention de tous ces protocoles donc, qui ont aspiré, qui ont avalé cet accord-là, et qui disait que les États membres ne devaient pas s'agresser entre eux. Okay? Et donc, tous ces principes de non-agression, tous ces principes pour la paix et la sécurité mondiale, pas seulement au Sahel, eh bien, tous ces principes sont violés du fait de l'état particulier dans lequel se trouve le Niger et les autres États membres donc, du Sahel. Et donc, aujourd'hui, faire une intervention armée, quelles que soient les raisons qui la sous-tendent, c'est vraiment créer encore beaucoup plus de désordre, d'insécurité dans le contexte actuel. Il faut toujours privilégier le dialogue et c'est prévu dans l'ensemble des textes de la CEDEAO, c'est prévu dans l'ensemble des textes de l'Union africaine, c'est prévu dans l'ensemble des textes des Nations Unies.